C'est bien intéressant. Et alors, ce que j'ai à vous dire, c'est très, très, très complémentaire. Ce que je vous suggère, c'est de m'interrompre peut-être de temps en temps quand vous en aurez envie, parce que vous allez voir que ce que j'ai à dire, c'est vraiment la suite, quoi. Hein. Très bien. Alors, effectivement, cette crise n'en est pas une. Moi, j'ai envie de dire que tout se passe comme prévu. C'est-à-dire que, en fait, la tenaille de la dette, elle tombe pas du ciel. Vous en avez décrit les mécanismes financiers, les mécanismes techniques, mais sur le plan politique, ça s'est construit avec un mode opératoire qu'on doit connaître si on veut comprendre comment en sortir. Le mode opératoire de l'endettement et de la servitude qui est liée à l'endettement, il a été longuement rodé dans les pays du tiers-monde avant de s'appliquer aujourd'hui aux pays riches. Et en fait, les États auraient besoin d'un outil dont on les a privés, qui s'appelle la création monétaire, qui est la possibilité, donc, normalement régalienne, le droit normalement régalien, c'est-à-dire réservé aux États et aux puissances publiques, de créer eux-mêmes la monnaie dont ils ont besoin. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est encore une technique financière, mais qu'il faut connaître, que les citoyens devraient connaître absolument, pour comprendre comment on les a mis dans les pattes des marchés financiers, comment on a enfermé. Ça ne tombe pas du ciel, mais du même coup, la solution, elle découle du fait d'avoir compris ce mécanisme. Alors, je vais vous décrire, je vais faire vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et il y a beaucoup de choses à dire. Mais il faut comprendre le mécanisme de la création monétaire en général pour comprendre celui de l'endettement après. Je vais d'abord vous parler de la monnaie que nous utilisons nous tous. Quand vous allez voir un banquier pour lui emprunter de l'argent, il ne l'a pas. Et pourtant, il vous dit qu'il n'y a pas de problème. Je vous explique avec un peu de compta, j'en ai pour 1 minute et demie, pas plus. La banque a un bilan. À droite, c'est ce que je dois. Moi, banque, ce que je dois, comme dans n'importe quel bilan. À droite, au passif, il y a mes dettes. Et puis à gauche, il y a ce qu'on me doit. Quand vous venez voir la banque vous dit « Vous voulez 100 000 euros ? Il n'y a pas de problème. Je vous les dois. Je vous dois 100 000 euros. » Elle écrit même pas, il n'y a même pas besoin d'encre, puisque c'est électronique, mais imaginez qu'elle écrit. Elle écrit 100 000 euros à droite de son bilan. Elle dit « Je dois 100 000 euros à monsieur machin. » Et en même temps, monsieur machin me doit 100 000 euros. C'est équilibré, ce truc-là. Or, ce qu'il y a à droite du bilan d'une banque, c'est la monnaie. Les citoyens devraient savoir ça. La monnaie d'aujourd'hui, 90% de la monnaie, c'est ce chiffre que les banques écrivent au moment où vous leur empruntez. Le reste, les 10% qui restent, c'est-à-dire rien, c'est les billets et les pièces. Pratiquement toute la monnaie du monde, c'est du crédit. C'est le moment où vous venez emprunter de l'argent, la banque dit « Ok, je vous les dois, et vous me les devez. » Et ensuite, quand vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez. Quand vous avez fini de rembourser, la monnaie est détruite. La monnaie apparaît quand vous empruntez, la monnaie disparaît quand vous remboursez. Super important, ça. Mais c'est pareil pour les États. L'État pourrait, s'il le voulait, quand il a besoin d'argent pour emprunter, quand il a besoin d'argent pour construire un hôpital ou une voie ferrée, il pourrait très bien emprunter auprès de sa banque centrale. La banque centrale, c'est lui-même, c'est nous. L'État, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous, hein, normalement. Si on n'avait pas perdu le contrôle de nos acteurs politiques, et c'est ça qui est en jeu, et à mon avis, c'est ça le complément, c'est-à-dire que la solution, c'est de reprendre le contrôle politique des acteurs politiques. J'y viendrai tout à l'heure. Mais normalement, l'État, c'est nous, c'est un organisme que nous créons pour nous protéger justement contre les affreux qui sont en train de nous opprimer. Et la Banque centrale aussi, c'est nous. La Banque centrale, c'est une autre institution qui devrait nous appartenir et avec lequel on devrait pouvoir créer la monnaie dont on a besoin pour financer les services publics et les investissements dont on a besoin. Comment ça se passerait si ça se passait normalement? Et comment ça se passait avant que les banquiers privés nous le veulent, ce droit? Comment ça se passait? Eh bien, moi, État, ayant besoin de 100 milliards pour construire un hôpital, par exemple, ou une autoroute, peu importe, j'ai besoin de 100 milliards pour un investissement public.
je ne les ai pas parce que, avec mes impôts, j'ai déjà dépensé tout l'argent, donc j'ai besoin de plus que mes impôts. Comment je fais? Ben, je me tourne vers ma banque centrale. La banque centrale, c'est moi. Il faut comprendre que ce n'est pas les banquiers privés, ce n'est pas les marchés financiers, c'est justement là que ça se joue. Je me tourne vers ma banque centrale et je lui dis, banque centrale, j'ai besoin de 100 milliards d'euros. La banque centrale vous dit, il n'y a pas de problème, elle n'a pas l'argent, elle fait comme les banques privées avec nous. La banque centrale se tourne vers l'État, lui dit, il n'y a pas de problème, je vous dois, moi, banque centrale, je vous dois 100 000 euros, 100 milliards, ce coup-ci, je vous dois 100 milliards. Vous, État, vous me devez 100 milliards. C'est équilibré, pas de problème. Et ensuite, quand on rembourse sans intérêt. Tout se joue là. Tout est là. On rembourse sans intérêt. C'est-à-dire que quand j'emprunte 100 milliards à ma banque centrale, du temps où je pouvais le faire, puisqu'aujourd'hui c'est ça qui est interdit, et c'est ça que nous ignorons, alors que c'est ça la clé de l'endettement, la clé de notre servitude au marché financier, c'est d'avoir abandonné la création monétaire, c'est d'avoir abandonné le droit pour les États d'emprunter auprès de leur banque centrale sans intérêt. C'est la loi Pompidou. Hein, en France, c'est la loi Pompidou-Rothschild en 1973, mais aux États-Unis, c'est pareil. En fait, ça se passe comme ça dans tous les pays du monde, hein, dans beaucoup de pays. Si j'emprunte 100 milliards, avant que des félons, des traîtres me privent de ce droit, j'empruntais auprès de ma banque centrale, j'empruntais 100 milliards, je remboursais, sur 20 ans, je remboursais 100 milliards. En euros constants, mais je remboursais 100 milliards. Ça ne m'avait pas coûté d'intérêt. Ce que, en 1973, le président de la République, Pompidou, et son ministre des Finances, Giscard d'Estaing, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas si ça s'est passé, je ne connais pas la situation en Suisse. Ce qui s'est passé en France, c'est que l'État, en fait, pas l'État, des humains, en chair et en os, certains humains, des traîtres absolus, des traîtres, des gens qui nous représentaient, qui devaient nous défendre, ont décidé qu'à partir d'aujourd'hui, en 1973, l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale. Pour un citoyen normal, c'est incompréhensible. Personne ne peut comprendre ça. L'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, et alors? Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est super important, c'est ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Quand l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, ça veut dire qu'il faut qu'il emprunte auprès des marchés financiers, auprès de ceux qui ont de l'argent. Contre-intérêt. Et contre-intérêt, évidemment. Voilà. C'est-à-dire que quand vous empruntez 100 milliards au marché... engraisser les investisseurs. Voilà. Exactement. Mais c'est les mêmes, si vous voulez. Pompidou était le directeur de Rothschild avant d'être président de la République. Et ce n'est pas un détail. On voudrait nous faire croire que c'est une coïncidence ou qu'on est antisémite quand on dit ça. Bullshit. C'est pas possible que ce soit une coïncidence. La principale banque à laquelle l'État français s'est mis à emprunter, c'est à la banque Rothschild, suite à cette loi. Exactement. Alors, pas seulement, mais... C'est pas mal comme client, l'État français. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la servitude des États au marché financier, l'asservissement des États au marché financier est le résultat d'une première décision politique. Ce n'est pas la seule, vous savez, il y a une suite. Une première décision politique qui consiste à le priver de la création monétaire. C'est-à-dire que quand il a besoin d'argent, l'État va devoir emprunter auprès de ceux qui ont de l'argent, moyennant un intérêt. C'est une première pince de la tenaille. Mais à elle seule, elle ne suffit pas, parce que si l'État est raisonnable, s'il ne dépense que ses impôts, s'il ne décide pas de dépenser plus d'argent que ses impôts, il pourrait, et à ce moment-là, il n'a pas besoin de monnaie, donc il n'a pas besoin d'emprunter auprès des marchés financiers, il pourrait très bien... Cette pince de la tenaille ne suffit pas. La pince de la tenaille ne suffit pas à créer la dette. Mais elle est, vous allez voir, elle fait partie de l'étranglement. La deuxième pince, c'est d'endetter l'État. C'est de lui faire dépenser plus que ce qu'il ne gagne, plus que les impôts. Mais c'est majeur, ça. C'est-à-dire que les parlementaires qui, aujourd'hui, ils se foutent de notre gueule quand ils viennent nous dire... Je ne devrais pas dire ça. Les parlementaires se fichent de nous quand ils disent aujourd'hui « Nous avons vécu au-dessus de nos moyens depuis 40 ans ». Mais c'est une blague. C'est eux qui ont voté des budgets en déséquilibre. C'est eux qui ont voté des budgets en déséquilibre depuis 40 ans. Et c'est chaque déséquilibre, chaque année, qui crée la dette. Et chaque année, alors le premier emprunt qui nous a ruinés, c'est l'emprunt Giscard. Oui, là, on a remboursé beaucoup plus que ce qu'on avait emprunté. C'est une première catastrophe. Mais l'endettement de la France était insignifiant avant 1973. Et puis, comme par hasard, à partir de 1973, l'endettement est apparu. Et puis, il a gonflé jusqu'à être aujourd'hui à plus de 1600 milliards. 1600 milliards de dettes qu'on ne remboursera jamais. C'est irremboursable, une somme pareille. D'ailleurs, on n'a jamais même commencé à rembourser. Pour l'instant, on n'a remboursé que les intérêts. Ce qui les intéresse, c'est les intérêts. Ceux qui décident ça, ceux qui ont convaincu, avec je ne sais pas quel argument, Pompidou et Giscard d'Estaing, de prendre cette décision inique. Et ceux qui ont convaincu ensuite
les parlementaires, de gauche comme de droite, hein, de voter des budgets en déséquilibre et donc de fabriquer la dette de toutes pièces, ces gens-là n'ont pas un intérêt au remboursement du capital, ils ont un intérêt à ce qu'on paye les intérêts. C'est ça leur intérêt à eux, c'est que nous payons les intérêts. Ils se foutent pas mal du remboursement du capital. Enfin, ils s'en foutent pas du tout, mais c'est pas ça l'objectif. Le système pourrait durer la longueur d'une vie, le temps qu'il soit mort. Je veux dire, eux, ce dont ils vivent tous les jours en ce moment, tous les ans, c'est du remboursement de l'intérêt. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on en est rendu à un point, en France en tout cas, je ne sais pas où ça en est pour la Suisse, j'aurais dû me renseigner peut-être là-dessus. Non, mais la Suisse a 60% de taux d'endettement, entre 40 et 60% ces dernières années. Oui, elle est très faiblement endettée grâce au frein à l'endettement que Merkel préconise maintenant pour toute la zone euro. Et donc là, on est bon pour ça. On n'a pas eu recours au même niveau d'endettement que l'Europe. Je n'arrive pas à croire. Ils prétendent que c'est par facilité que les élus ont laissé filer la dette. Ils disent ça. Ils disent les élus ont laissé filer la dette et c'est du clientélisme, c'est de l'électoralisme, c'est pour ne pas être impopulaire et pour être élu. J'en crois pas un mot. Voilà. Je leur ferai un procès d'intention. Je sais que je me trompe peut-être. C'est juste pas crédible. Voilà, c'est pas possible. C'est trop. Je veux dire, l'intérêt de ceux qui font élire les élus. Les élus ne sont pas élus tout seuls. Et ça va être la deuxième partie de ce que j'ai à vous dire. Parce que tout se tient sur ce moment essentiel de la campagne électorale, du financement de la campagne électorale, qui rend les élus débiteurs de ceux qui ont financé la campagne électorale. Et ce n'est pas vous et moi qui avons financé la campagne électorale. Hein. Ce sont des gens ultra riches, les mêmes qui prêtent à l'État endetté. Et bon, c'est peut-être une coïncidence. C'est peut-être une coïncidence que ceux qui ont permis d'élire les élus soient les mêmes qui prêtent à un État endetté jusqu'au cou par les élus qui ont voté les budgets en déséquilibre. C'est peut-être une coïncidence. Je ne le crois pas. Voilà, je ne le crois pas. Alors, je n'ai pas la preuve, hein, et puis on va me dire que je suis un complotiste, que je suis un paranoïaque, comment ils disent, un conspirationniste, un fasciste, un antisémite. Hein. Voilà. Mais c'est pourtant... complot judéo-maçonnique, évidemment. Oui, voilà. C'est pour faire taire les gens qui réfléchissent. Alors, la loi 73, ce que la loi de 73 a décidé, une loi aurait pu le défaire. C'était encore moindre mal, c'était pas si grave. Un élu vertueux, honnête, un élu soucieux de l'intérêt général, vraiment, aurait pu, avec sa majorité, décider de défaire la loi Pompidou-Giscard. Le problème, c'est qu'en 92, cette interdiction pour les États d'emprunter auprès de leur banque centrale, donc cette privation de la création monétaire, cette pince-là, elle a été montée au plus haut niveau du droit, au niveau constitutionnel et au niveau international, dans le traité de Maastricht, article 104, et qui a été bien sûr reproduit dans le TCE, le traité constitutionnel, mais c'est fallacieusement traité constitutionnel, parce que c'est un traité anticonstitutionnel. Le traité de Lisbonne, le traité de Maastricht, tous les traités européens sont des traités anticonstitutionnels. Il faudra que je prenne 10 minutes, un quart d'heure pour vous parler de ce que c'est qu'une constitution et à quoi ça sert, et qu'est-ce que ça devrait être, et pourquoi nos constitutions sont des anticonstitutions. Elles ne font pas leur boulot de constitution. Je pense à vous parler de ça après. Mais donc, dans le traité anticonstitutionnel, il faut refuser de l'appeler constitutionnel, le traité anticonstitutionnel européen, il y avait bien sûr l'article 104 qui était repris, et on a voté non en France contre, et puis ils nous l'ont imposé, ce qui est un véritable viol politique. En 2008, en intégrant le traité de Lisbonne dans notre constitution, c'est vraiment la trahison. Nous, on est vraiment trahis au dernier degré par nos élus. Et c'est maintenant l'article 123 de Lisbonne. Mais il faut le repérer, si vous voulez. La Grèce... et les indignés grecs et les indignés de tous les pays devraient repérer, en tout cas les indignés européens, devraient repérer ce chiffre 123. Parce que ce chiffre 123, c'est celui qui dit, au plus haut niveau du droit européen de toutes les nations européennes, et les Suisses, vous ne devriez pas entrer dans l'Union européenne, c'est un piège absolu, c'est un piège politique majeur, hein, évidemment, mais je crois que vous avez compris ça. Mais l'article 123, les Européens devraient comprendre que ce qui asservit les États au marché financier a un nom, 123. L'article 123 du traité de Lisbonne, qui s'appelle TFUE maintenant,
interdit aux États d'emprunter auprès de leur banque centrale. Donc, impose aux États d'emprunter au marché financier, enfin à ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire aux riches. C'est-à-dire à ceux dont, comme par hasard, on a baissé les impôts, ce qui leur libère de l'argent pour prêter à l'État, mais cette fois-ci, au lieu qu'on leur prenne, ils nous le prêtent et il faut qu'on leur rende, et en plus, il faut qu'on leur rende un intérêt. Ils s'en sortent bien. Donc, il me semble que le complément de ce que disait Mireille tout à l'heure, c'est la solution pour en sortir, c'est de mettre fin à ce sabordage monétaire qui consiste à priver l'État du droit d'emprunter auprès de sa banque centrale sans charge d'intérêt. Mais il faut appeler les choses par leur nom. On ne peut pas se contenter de dire oui, mais les politiques sont faibles, ils ont tout abandonné. Non, non, ils ne sont pas faibles. Les pouvoirs sont très forts. La gendarmerie continue à obéir à la Constitution. L'armée continue à obéir au pouvoir public. Les tribunaux continuent à faire appliquer la loi. Non, le pouvoir est très puissant. Il n'est simplement pas au service de l'intérêt général, mais il est très puissant. Il ne faut pas dire que le politique est devenu impuissant au profit de l'économique. Je pense que c'est pas ça le problème. C'est une mauvaise façon de désigner le problème, ce qui nous interdit de le régler. La vraie cause de notre problème, c'est que les élus sont élus grâce à l'argent des riches et rendent prioritairement, via la campagne électorale, comme vous le faisiez tout à fait remarquer à propos d'Obama, mais c'est pareil pour tous les élus d'Europe, hein, pour tous les élus du monde, le mécanisme de l'élection. Et alors là, j'arrive sur le droit constitutionnel. Le mécanisme de l'élection, il n'est pas seulement aristocratique, c'est-à-dire qu'il consiste à nommer les meilleurs. Aristos le meilleur. Quand j'élis quelqu'un, je désigne par définition le meilleur. Il est antidémocratique, le mécanisme de l'élection. Mais surtout, par le mécanisme de l'élection du gouvernement représentatif qui a été mis en place pendant la Révolution française, la Révolution américaine, il y a 200 ans. Ce mécanisme-là nous conduit, nous, à élire des gens que nous n'avons pas choisis, qui ont été choisis par des partis politiques, et ceux qui sont élus sont ceux qui ont fait la meilleure campagne électorale. Or, la meilleure campagne électorale, c'est celle qui coûte le plus cher. Il y a des exceptions. De temps en temps, il y a un Chavez qui est élu, de temps en temps, il y a un Allende qui est élu, de temps en temps, il y a un gars qui représente vraiment le peuple qui est élu, ou la multitude. Mais c'est rarissime. Et pour un comme ça, il y en a 1000 qui sont élus parmi les candidats des riches. Ce que je veux dire, c'est que nous défendons, nous, les gens humanistes qui cherchons une justice sociale, de gauche comme de droite d'ailleurs, hein, nous défendons nous-mêmes, comme une vache sacrée, l'outil de notre oppression politique, en défendant le suffrage universel, qui est un faux suffrage universel. Qu'est-ce qu'on appelle suffrage universel aujourd'hui? On appelle suffrage universel la désignation de maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. Et je n'exagère pas, je ne suis pas un justo-boutiste. Qui va faire la politique après les élections? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les gens que vous avez nommés? C'est les gens que vous avez nommés, qui sont vos maîtres. Et quand vous le foutez dehors à la fin des 5 ans parce que vous n'êtes pas content, qui allez-vous élire à la place? Celui que vous aviez jeté 5 ans avant. C'est pas l'un, c'est l'autre. C'est là, ils se mettent à mi-temps, les gars. Quand ils se destinent à la politique, ils finissent leurs études. Ils font Sciences Po. Et ensuite, ils vont faire l'ENA, et ensuite, ils vont faire la politique. Ils se mettent à gauche ou à droite, on s'en fout. De toute façon, ils vont avoir le pouvoir une fois sur 2. Ce que je veux dire, c'est que nous désignons des gens que nous n'avons pas choisis. Et donc, en fait, ce qu'on appelle suffrage universel aujourd'hui fallacieusement, ça consiste à désigner, parmi des gens que nous n'avons pas choisis, des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place, contre lesquels nous ne pourrons rien faire pendant leur mandat. On ne pourra pas les révoquer. On ne pourra même pas les contredire. En Suisse, ce n'est pas vrai. Vous pouvez, heureusement, et c'est ce qui me fait dire que la Suisse est la seule, non pas démocratie, mais semi-démocratie, mais c'est déjà beau, avec le référendum d'initiative populaire, qui est une perle dans les institutions, et les Suisses le savent bien, évidemment. Mais donc, nous, en France, on n'a même pas les moyens d'abroger une loi, d'imposer une loi que les parlementaires ne veulent pas, ou de révoquer quelqu'un. Je ne pense pas que vous ayez le référendum révocatoire en Suisse, mais ils l'ont au Venezuela, par exemple, ou aux États-Unis, le recall. En tout cas, nous, en France, dans une espèce de monarchie, mais qui est pire que la monarchie encore, parce qu'elle est plutocratique, elle est au service d'ultra-riches qui cumulent tous les pouvoirs. C'est bien pire encore que la monarchie. Déjà, la monarchie, c'était pas gai, mais alors là, le système oligarchique qui résulte du gouvernement représentatif en France, c'est épouvantable. Et on n'a pas encore vu ce que ça va donner. C'est-à-dire que ça vient de commencer à basculer. Maintenant qu'ils ont pris tous les pouvoirs, ils sont en train de tout reprendre, de reprendre tous les acquis, de détruire la retraite, la sécu, de détruire tout ce que les humains avaient fabriqué comme rempart contre l'adversité. Ils sont en train de tout détruire et ça va se finir. Alors, je sais que j'exagère et c'est des gros mots, hein,
Mais le bit du bout de la logique du profit, vous le voyez dans les pires entreprises capitalistes quand elles n'ont pas de contre-pouvoir. C'est l'esclavage, hein, c'est les employés chinois, ils sont l'avenir de l'humanité, hein, si on n'arrive pas à trouver la solution dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors le gros mot que je ne voulais pas dire, mais je vais le dire, parce que c'est la preuve que c'est bien le bout de la logique. Le bout de la logique, c'est Auschwitz. C'est le camp de travail dans lequel Siemens faisait travailler ses salariés. Enfin, ses salariés, pas ses salariés. Siemens utilisait les déportés, les condamnés à mort. Il le faisait travailler. Alors là, c'est merveilleux. Pour une entreprise dont la logique, c'est que le profit, il faut comprendre, c'est la logique. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Un pouvoir, ça va jusqu'à ce que ça ait une limite. Montesquieu. Ce truc-là tombe et il s'arrête quand il y a une limite. Et la mécanique du pouvoir, elle est aussi inflexible que ça. Les pouvoirs, ça va jusqu'à ce qu'il y ait une limite. Donc, ce qui est très important, disait Montesquieu, et c'est super important, il faut qu'on se rappelle ça. Puisque le pouvoir va jusqu'à ce qu'il y ait une limite, il faut que par la nature des choses, disait Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et Montesquieu décrivait ce qu'est une constitution. Une constitution, c'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs. Alors, nous sommes, à la base, nous sommes nombreux, multitudes, on a besoin de pouvoir pour faire société. Pour ne pas s'entretuer, on a besoin de pouvoirs qui écrivent des règles et qui vont être au-dessus de nous, qui vont nous dominer, auxquels nous consentons à obéir. Mais ces pouvoirs sont à la fois utiles, potentiellement précieux même, et en même temps potentiellement hyper dangereux. Alors, comment on sait ça ? On met en place, au-dessus des pouvoirs qui vont écrire le droit, on met au-dessus ce qui s'appelle un texte, et un texte supérieur, qui est le droit du droit, qui s'appelle la Constitution. Mais ce texte-là, il doit surplomber, il doit dominer, il doit contraindre les acteurs, il doit leur être absolument inaccessible. Il ne faut évidemment pas sottise dans laquelle nous sommes, il ne faut pas que ce soit les élus qui écrivent la Constitution. Le texte qu'ils craignent, le texte qu'ils devraient craindre, cette Constitution qui sert à nous protéger, nous, ce texte supérieur qui sert à tenir les élus, les gouvernements, les juges, les policiers, l'armée, la banque, les médias, parce que Montesquieu n'avait pas pensé à la banque et aux médias, parce que à l'époque, ce n'était pas encore l'époque. Mais aujourd'hui, si on écrivait une Constitution, il faudrait penser aux médias et à la banque, évidemment, en plus des trois pouvoirs principaux. Ce texte supérieur qui devrait normalement faire peur à tous ces organes dont nous avons besoin mais qui sont dangereux, ce texte supérieur, qui l'écrit dans le monde ? Qui l'écrit ? Je ne vous demande pas qui vote, on s'en fout de qui vote. Regardez, nous sommes capables en France de voter à 80% la Constitution de 58, donc la Ve République, la Constitution actuelle. Nous avons voté, enfin c'est pas nos parents, mais c'est pareil, nous voterions pareil aujourd'hui. Nous avons voté à 80% pour un texte qui instituait notre impuissance définitive, l'impuissance des gens. En France, on n'est pas citoyen, on est électeur. Et ce n'est pas du tout pareil. Un citoyen, ça vote ses lois. Un citoyen, je crois qu'il y a en Suisse quelques cantons, peut-être un ou deux, pas beaucoup, mais il y en a, qui n'ont pas de conseil municipal et qui votent eux-mêmes leurs lois. Mais pour moi, c'est comme je suis comme dans un tunnel et je vois une lumière. Une lumière au loin, je vois, c'est pas totalement la nuit. Le fait que des humains soient capables, dans un coin, reculés peut-être, mais qu'ils soient capables de se réunir dans un gymnase et de voter eux-mêmes leurs lois, ben c'est ça la démocratie. C'est ça le citoyen, je consens à obéir des lois auxquelles je participe directement. C'est ça, citoyen. Sinon, je suis électeur. Et électeur, quand je suis électeur, j'ai été ravalé au rang dégradant d'électeur par mes propres élus. Ce sont des élus qui ont écrit le gouvernement représentatif. C'est CIS en France qui a écrit le mécanisme, enfin avec ses complices, qui a écrit le mécanisme du gouvernement représentatif. C'est Madison aux États-Unis. Ce sont des élus qui ont écrit les règles selon lesquelles nous sommes réduits à élire nos maîtres. C'est-à-dire le contraire de la démocratie. Ce n'est pas du tout ça, la démocratie. Alors, j'ai pas le temps, c'est dommage. Parce que moi, quand je suis parti, je disais, j'en ai pour 4 ou 5 heures. Mais normalement, il faut prendre le temps d'expliquer ce qu'est une vraie démocratie. Et à Athènes, on a vécu ça. On a vécu une vraie démocratie. Les humains ont inventé un truc génial qui a existé pendant 200 ans. Donc, ce n'est pas un truc qui a marché pendant 1 an ou 2, ou même pas pendant 20 ans. 200 ans, c'est la même longueur que ce qu'on a testé le gouvernement représentatif. Je fais la grève du mot démocratie. Je n'appelle plus démocratie les régimes dans lesquels on vit. Les régimes, et la cause de la plutocratie dans laquelle on vit, c'est précisément le fait que,
nous désignons nos maîtres parmi ceux qui nous sont imposés par les plus riches, et donc c'est ça qui, pas au début, pas il y a 200 ans, mais après 200 ans d'évolution progressive, ben c'est Goldman Sachs qui va gouverner toute la planète. Mais c'est programmé dans l'élection qui donne le pouvoir à celui qui fait la plus belle campagne électorale, qui arrive à mentir le mieux, c'est programmé dedans, si vous voulez. Donc ça ne sert à rien de se battre dans cette cage-là, il faut sortir de la cage de l'élection. Tant qu'on sera dans la cage du faux suffrage universel, la fausse démocratie, on aura perdu la création monétaire et on aura perdu le contrôle des hommes politiques. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire ah, « Sarkozy ne fait pas ceci ». Sarkozy, il fait ce pourquoi ceux qui ont payé sa campagne électorale l'ont élu, l'ont fait élire. Ses clients, exactement. Ses clients, ce n'est pas ceux qui l'élisent. Ses clients, c'est ses clients. C'est ses créanciers, ceux à qui il doit quelque chose, Sarkozy et tous les élus, ceux à qui ils doivent quelque chose, ce n'est pas du tout les électeurs. Ils s'en tapent des électeurs. Il suffit de mettre des milliards et les électeurs, ils viennent. Donc, ils ne doivent rien aux électeurs, rien du tout, juste l'obligation de mentir. Et ceux qui sont élus sont les plus beaux menteurs. Mais ce n'est pas une fatalité du tout. On est juste dans un système qui est un balbutiement. On est sorti de l'ancien régime qui était une catastrophe, un épouvantable système féodal de la loi du plus fort avec un système de caste. Je ne veux pas revenir à l'ancien régime, évidemment. Mais on en est sorti pour mettre en place un régime que peut-être à l'époque, ils croyaient que c'était mieux. Ils conchiaient, j'ai le droit, hein, parce que c'est Rabelais. Donc, ils détestaient la démocratie et ils ont mis en place un régime en se disant ça va être mieux. Admettons qu'ils l'aient cru en 1789, mais nous, après 200 ans de pratique, après 200 ans de pratique du gouvernement représentatif, on n'est pas obligé d'être complètement idiot et de dire « Ah non, mais la condition première de notre liberté, ce qui fait notre liberté, c'est le suffrage universel. » Non. Après 200 ans de pratique, on voit bien que le suffrage universel, il nous conduit à élire nos maîtres qui sont au service... Enfin, il y a 3 ans, on ne le voyait pas. Aujourd'hui, ça se voit que nos maîtres obéissent aux banques. Ça se voit. Mais c'était déjà le cas avant. Simplement, aujourd'hui, c'est criant, criant de vérité. On ne peut pas rater ça. Hein. Je crois que ça se voit que nos représentants ne servent pas l'intérêt général, ils servent ceux qui les ont fait élire, c'est-à-dire les banques. Alors, ce n'est pas une fatalité. Ce que je voudrais dire dans la démocratie athénienne, si tu veux m'interrompre, n'hésite pas, mais il faut y aller, il faut m'interrompre vraiment. Sinon Oui, je voulais parler du keynésianisme, si on peut juste dire aussi qu'à l'époque où tous ces chefs d'État ont consenti cette concession majeure de faire qu'on emprunte auprès des marchés et non plus auprès des banques centrales, il y avait la montée du dogme keynésien, hein, que je pense est complètement fallacieux, qui veut qu'il est tout à fait positif, et on a un regard très positif sur le fait qu'un État s'endette en vue d'une croissance future. Et à l'époque déjà de John Maynard Keynes, je pense qu'il y a toujours eu l'idée de guerre derrière, c'est-à-dire pour qu'un État... Le keynésianisme d'origine, et il y a Parce que, exactement, le keynésianisme ne s'applique qu'en période de crise. C'est-à-dire qu'en période de crise, et il a raison Keynes, le seul acteur contracyclique, le seul qui est capable d'avoir une politique contracyclique, puisque le marché, il est toujours procyclique. Le marché, il est moutonnier, donc tout le monde va toujours dans le même sens. Et quand on est en situation de dépressionnaire, quand on a basculé, on est passé de l'euphorie, et puis on change, maintenant on est triste, et on est pessimiste, il y a un système qu'il faut expliquer, que je ne vous ai pas expliqué encore, qui est très important, lié à la création monétaire, qui fait que nous créons de moins en moins de monnaie. Je vous ai dit, la masse monétaire, c'est l'ensemble des crédits nouveaux. Et l'ensemble des remboursements de crédit, alors, si vous voulez, la masse monétaire, c'est très important. La masse monétaire, c'est ce qui nous permet de faire nos échanges. L'ensemble des signes monétaires, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, un peu comme le sang dans un organisme. On a besoin d'une quantité de signes monétaires. Et la quantité de signes monétaires qui est disponible pour nous, c'est comme une baignoire qui est alimentée par les nouveaux crédits et qui se vide avec les remboursements des crédits. Puisque la monnaie, l'essentiel de la monnaie, vous avez compris que c'est du crédit, il faut qu'il y ait du crédit qui l'alimente, et la monnaie disparaît comme la bonde par les remboursements. Quand nous sommes en période d'euphorie, tout va bien, nous avons confiance dans l'avenir, nous empruntons, et les banques ont confiance dans l'avenir, elles nous prêtent. Donc nous créons beaucoup de monnaie, la baignoire se remplit à toute vitesse et elle se vide régulièrement au rythme des échéanciers. La bonde, c'est-à-dire la destruction monétaire, elle se fait à vitesse régulière puisque c'est suivant des échéanciers, des plans fixés à l'avance. La façon dont la baignoire se vide est régulière.
pas irrégulière. Ce qui est irrégulier, c'est la façon dont la baignoire se remplit ou pas. Et en période d'euphorie, en période, donc les périodes qui précèdent toutes les crises, les périodes où les banques prêtent, et nous empruntons, nous participons au truc, hein, parce que la banque, elle ne crée pas la monnaie sans qu'il y ait des acteurs qui viennent emprunter. Hein. Il faut qu'il y ait les deux pour que la création monétaire ait lieu. Et donc, dans les périodes d'euphorie, nous créons beaucoup d'argent, la baignoire se remplit, et nous prenons trop de risques. Les acteurs prennent des risques avec de l'argent qui n'est pas le leur. Ils arrivent à parier parce que les banques prêtent, parce que tout le monde y croit. Puis à un moment, la tendance se retourne, et parce que les gens savent bien, quand ils parient comme ça sur l'avenir, ils savent bien que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et qu'à un moment, ça va se retourner. Donc tout le monde attend le moment où il va falloir vendre avant les autres pour ne pas se faire plumer. Et donc quand ça commence à se retourner, là, ça se retourne à toute vitesse. Là, tous les moutons changent de sens et se précipitent dans l'autre direction. Et cette fois-ci, en n'empruntant plus, nous n'empruntons plus, nous les acteurs, parce que nous ne faisons plus confiance à l'avenir. Et puis les banquiers ne nous prêtent plus non plus parce qu'ils... Et donc vous avez comme le robinet qui s'arrête. Le robinet du crédit qui s'arrête, et là vous avez la baignoire qui se vide. Pourquoi elle se vide? Parce que les échéanciers, ils continuent, et ça se vide relativement vite. C'est-à-dire qu'en fait, la baignoire se vide, et là, le chômage apparaît. Là, le chômage apparaît. Mais c'est absurde ce système qui nous fait dépendre de notre humeur. Rendez-vous compte que nous avons un système qui régule la création, la masse monétaire en fonction... Vous avez compris le mécanisme qui fait que quand nous sommes heureux, nous avons trop de monnaie, et quand nous sommes malheureux, nous n'en avons plus assez et nous sommes condamnés au chômage. Mais système débile, véritablement. Et... ce que disait Keynes, c'est qu'en période de chômage, en période de difficulté, cette période où on est en train de s'assécher, on est en train de crever, et puis alors c'est procyclique, quand on crève, on produit de moins en moins, donc on y croit de moins en moins, il y a de plus en plus de monde au chômage, donc c'est vraiment, c'est auto-entretenu les phénomènes, dans un sens comme dans l'autre. Et ce que dit Keynes, et ça je pense que c'est imparable, hein. L'école autrichienne voudrait nous faire croire que c'est le contraire, mais ça ne tient pas debout. Ce que dit Keynes, c'est que dans cette période-là, il n'y a qu'un seul acteur qui soit capable d'avoir une politique contracyclique, c'est-à-dire de faire ce que personne ne veut faire, c'est faire confiance, et qui soit capable de dépenser beaucoup d'argent pour relancer la machine, pour recréer la confiance dont on a vu l'échec complet de cette politique pendant ces 10 dernières années. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, vous et moi, le keynésianisme, dans un cycle normal d'euphorie ou de dépression, le keynésianisme est une bonne solution pour anticiper, pour donner un coup de pouce à l'économie, pour générer la croissance et améliorer le moral et relancer stimuler la consommation. Mais depuis 12 ans aux États-Unis, c'est un échec complet. Ils ont fait monétarisme après monétarisme après monétarisme, c'est-à-dire keynésianisme après keynésianisme. En mettant l'argent dans quelle poche? En mettant l'argent dans quelle poche? C'est ça le problème. Voilà. En mettant l'argent dans les poches des plus riches. À la base, les États-Unis étaient dans une crise d'endettement. Les États-Unis étaient dans une crise de crédit. Le keynésianisme ne fonctionne pas si vous avez déjà une société qui est complètement en état d'ébriété, noyée dans le surendettement, et que vous voulez régler ça avec encore plus d'endettement, c'est-à-dire le keynésianisme. Donc la recette n'a plus du tout marché aux États-Unis, et on l'utilise à mauvais escient, et on le sait. Le président de la réserve monétaire, la réserve fédérale américaine, sait très bien que le keynésianisme ne s'applique pas quand on est surendetté. Et l'école autrichienne a raison là-dessus. L'école autrichienne dit, si on est surendetté, la solution, c'est l'austérité. Il ne faut pas gommer le mot austérité de son vocabulaire. Il ne faut pas se surendetter à l'infini. Les États-Unis sont d'une spirale de surendettement qui va les mener jusqu'à la faillite. Et ils sont déjà techniquement en faillite aujourd'hui. La seule chose qui les maintient un peu, c'est la manipulation de l'information, la planche à billets, la crise de la zone euro. Mais les États-Unis sont en faillite suite à cette recette excessive de création de dettes. Alors, j'ai une objection. Vous voulez... Attendez, on a... C'est qu'il faut absolument mettre l'argent dans... Il faut mettre l'argent dans les poches des riches. Oui. Ben oui. Oui, alors bien sûr que l'austérité en Europe est regrettable. L'austérité en Europe de la part d'États qui sont otages des marchés de la dette, c'est complètement regrettable, bien sûr. Alors, je suis d'accord. Je pense quelque chose de très important, c'est qu'il faut faire attention aux poches dans lesquelles on met l'argent qu'on décide dans une politique keynésienne. Quand on décide sur le modèle keynésien de relancer l'économie, il est évident que si les 700 milliards dépensés par Paulson, le plan Paulson, vont dans la poche des banques ou des compagnies d'assurance qui sont toutes en faillite frauduleuse et dont on aurait dû jeter en prison les patrons des assurances et des banques en question, auraient dû être en prison pour faillite frauduleuse. Au lieu de ça, on leur déverse des milliards qu'ils ne vont pas dépenser, qu'ils vont juste redépenser dans leur casino. Et en fait, cet argent, au lieu d'être dépensé dans les poches des acteurs économiques, donc
quand vous dites c'est un échec, mais parce qu'on n'applique pas, la technique de Keynes. La technique de Keynes, elle consiste à faire des grands travaux qui font travailler vraiment les gens, et pas mettre l'argent dans le casino des riches qui ne nous concerne pas. Toutes les injections monétaires aux États-Unis ne sont pas allées dans l'économie réelle, voilà pourquoi chez les petites entreprises, dans le tissu économique. Ça ne va plus là, ça va dans la spéculation. On est d'accord alors. Donc ce ne sont pas les politiques keynésiennes qui sont en défaut, c'est la mésapplication, la déformation au profit des plus riches, parce que ce sont comme vous disiez, ce sont les financiers eux-mêmes qui n'influencent plus le gouvernement, ils sont le gouvernement, et qui réorientent les Votre idée est parfaitement juste, mais il faut absolument qu'on dise ici que le keynésianisme aussi n'est pas une bonne idée parce qu'il y a surendettement des entreprises et des ménages et du gouvernement fédéral et des comtés et des villes et des États américains. Tout le monde est surendetté, ça, il faut absolument le dire. Oui. Le keynésianisme appliqué, c'est-à-dire endetter encore toutes ces entités-là, tous ces agents économiques sur du surendettement existant est une mauvaise idée. Donc d'abord des endettements, ensuite keynésianisme, c'est-à-dire permettre d'avoir accès à des liquidités, mais à l'économie réelle. Alors, évidemment, on n'a rien vu de tout ça. On n'a rien vu de tout ça. Alors, pour vous dire un mot de... Je vais reprendre le crachoir encore pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mais il faut que je vous décrive... Moi, j'ai une solution. J'ai un truc. Un vrai truc. Hein. Alors, vous êtes bien le seul. Là, alors voilà, mais j'en parle nulle part. Et vous allez comprendre pourquoi on n'en parle nulle part. Et pourtant, c'est un véritable antidote. Un antidote, parce que, et c'est d'ailleurs c'est exactement ce dont on a besoin, parce que il s'agit donc de reprendre le contrôle des politiques. Il faudrait que les citoyens reprennent le contrôle des politiques pour pouvoir reprendre le contrôle de la monnaie, pour pouvoir en finir avec ce système de l'argent-dette qui endette tout le monde au dernier degré, y compris les États. Et donc, pour arriver à reprendre le contrôle des hommes politiques et des acteurs politiques d'une façon générale, il faudrait arriver à sortir de ces constitutions qui, partout dans le monde, organisent notre impuissance politique. Donc il faudrait arriver à comprendre comment se fait-il que partout dans le monde, où on accède soi-disant à la démocratie, je refuse d'appeler ça la démocratie, donc je mets démocratie entre guillemets, mais je dis le gouvernement représentatif, comment se fait-il que partout dans le monde où les peuples accèdent au gouvernement représentatif, les constitutions organisent pratiquement tout le temps de la même façon, à part la Suisse, une poignée de pays qui tiennent sur même pas deux mains. Comment se fait-il que l'impuissance des citoyens soit à chaque fois programmée ? À mon avis, et bon, vous allez me dire ce que vous en pensez, ça vient, la mauvaise écriture, l'écriture de mauvaises constitutions qui nous protègent mal, vient du fait que ceux qui ont écrit, et c'est partout, ça se passe partout et à toutes les époques, hein, ceux qui ont écrit les constitutions, toujours, à chaque fois, sont élus parmi les membres des partis politiques qui sont imposés, qui donc écrivent des règles pour eux-mêmes. Ils savent qu'ils vont être ensuite dans les institutions qu'ils sont en train d'écrire. Et comme ils savent qu'ils écrivent des règles dans lesquelles ils vont entrer, ils sont en situation, la situation la plus banale du conflit d'intérêts le plus total, et c'est toute l'Assemblée constituante à chaque fois qui est élue. Donc c'est 100% de ceux qui écrivent la Constitution sont en situation de conflit d'intérêts. Ils ont tous un intérêt personnel. Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, hein, parce que de la même façon que quand vous récusez un juge, vous savez, les juges, vous décidez qu'un juge va trancher les litiges entre les citoyens. Et pour qu'il soit juste, le plus juste possible, on décide qu'il est indépendant. Donc on se débrouille pour qu'il soit indépendant, qu'il n'ait pas d'autorité, et ça nous garantit qu'il va être relativement juste. Et par contre, ce juge, quand on s'aperçoit que dans une affaire, c'est sa fille qui est victime ou sa fille qui est accusée, enfin, ou sa fille ou quelqu'un de proche, quoi. Si un de ses proches, on le récuse. Et ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête. Ça dit que ça s'appelle un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que dans cette situation-là, dans cette occurrence précise, le juge est incapable d'être juste. Donc, ce qu'on comprend très naturellement à l'occasion d'un juge et d'un conflit d'intérêts pour un juge, je pense que c'est clair, c'est exactement la même chose quand un parlementaire écrit la Constitution. Je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un ministre écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un juge écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Quand un homme de parti écrit la Constitution, je ne dis pas qu'il est pourri. Je dis que dans cette occurrence précise, comme un juge, il est dans une situation de conflit d'intérêts où il ne peut pas
être juste. Ce gars-là, je peux pas lui demander de programmer le référendum d'initiative populaire qui va permettre de le contrarier. C'est-à-dire que quand lui ensuite va exercer le droit, quand il va exercer son mandat, il va constamment avoir dans ses pattes le peuple qui regimbe et qui récrimine, qui lui impose des lois qu'il ne veut pas, qui lui retoque les lois qu'il avait choisies. Donc c'est normal que partout dans le monde, les parlementaires qui se bombardent députés constituants, c'est normal qu'ils n'instituent pas le référendum d'initiative populaire. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est parce que nous, les citoyens, les avons laissés écrire la Constitution. Ce n'est pas aux parlementaires d'écrire la Constitution, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et là, je crois que je tiens une clé, je crois que je tiens la cause des causes de notre impuissance, et du même coup, si vous voulez, notre impuissance politique qui fait qu'on n'arrive pas à résister, on le voit bien, on analyse parfaitement notre problème et on n'y peut rien. Pourquoi on n'y peut rien? Parce que nos institutions ne nous donnent aucun droit en dehors de celui de choisir nos maîtres. Et que ces maîtres ne sont pas choisis par nous, ils sont choisis par ceux qui les font élire, qui sont les plus riches. Il faut que vous alliez jusqu'au bout. Tant qu'on ne fait que l'analyse des conséquences, c'est très important de faire l'analyse des conséquences, mais ça ne suffit pas. Si on se base sur les conséquences, il y en a un qui se base sur les malversations financières, il y en a un autre qui se base sur les désastres écologiques, il y en a un autre qui se bat contre la corruption des élus, il y en a un autre qui se bat contre l'injustice dans l'entreprise et le droit féodal qui règne dans l'entreprise. Chacun se base sur des conséquences. Nous sommes tous là des militants à nous bagarrer sur des choses très importantes, mais qui ne sont que des conséquences, et nous sommes incapables de nous réunir sur la racine commune de notre impuissance qui tombe pas du tout du ciel, qui n'est pas une fatalité. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un texte dont tout le monde se fout. C'est incroyable. Nous nous foutons de la Constitution alors que c'est là qu'est écrit le fait que nous ne pouvons rien contre nos élus. Tout se joue dans la Constitution et tout le monde s'en fout. Maintenant, c'est bien notre faute, je veux dire. Je ne dis pas qu'il faut changer de constitution. C'est plus que ça ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut une assemblée constituante. C'est plus que ça ce que je dis, parce que les constituantes, on en a partout, et puis à chaque fois, il y a l'impuissance des gens qui est programmée. Donc c'est pas la cause des causes, c'est pas qu'il faut changer la Constitution. C'est pas ça. Ce qu'il faut qu'on change, c'est qui écrit la Constitution. Il faut faire attention à la qualité du processus constituant, c'est-à-dire qui écrit les règles. Tant que nous laisserons écrire la Constitution par des parlementaires, des ministres, des juges ou des hommes de parti qui sont financés par les plus riches, qui doivent tout leur pouvoir aux plus riches, qui doivent leur élection et leur réélection aux plus riches, qui sont donc complètement débiteurs des plus riches, qui sont asservis eux-mêmes aux plus riches. Même s'ils sont gentils, ils ne peuvent pas faire autrement. Obama, ça a l'air d'être un chic type, il ne peut pas faire autrement. La première chose qu'il a faite quand il est arrivé au pouvoir, Obama, formidable, élire Obama, génial, tout le monde y a cru. Et la première chose le premier bonhomme qui désigne, c'est Geithner, c'est-à-dire le responsable de la catastrophe. Enfin, la catastrophe entre guillemets, c'est pas une catastrophe. Tout se passe comme prévu. Pour Geithner, c'est pas une catastrophe. La crise, entre guillemets crise, c'est la source d'un enrichissement phénoménal, inédit dans l'histoire des hommes. Donc, si vous voulez, le fait qu'Obama ait été élu par ces gens-là, et que malgré toute la confiance qu'on lui porte, il ne peut pas faire autrement que servir servilement, je sais que c'est un pléonasme, mais servir, non mais il y a quelque chose de plus dans servilement, hein, d'obéir servilement à une petite poignée de gens dont l'intérêt est radicalement contraire à l'intérêt général, ça devrait nous conduire, nous tous, parce qu'on est tous américains, mais on est tous grecs, ce qui nous attend. Et la grecque n'est même pas arrivée au bout du truc, hein. Mais nous sommes tous grecs, ne croyez pas qu'on est à l'abri. Alors qui exactement devrait écrire la Constitution européenne, sachant qu'elle est supranationale? Ma solution, elle est communale, nationale, continentale, mondiale. C'est la même. À mon avis, une démocratie, ça part de la base. C'est-à-dire que plus le niveau d'agrégation politique est large, plus nous sommes loin des acteurs politiques, plus c'est difficile de les contrôler, plus nous sommes exposés aux abus de pouvoir et aux injustices. Donc il est donc très important, sur le modèle de la fédération de communes de Proudhon, il est très important que la démocratie, comme en Suisse, hein, soit au niveau communal, cantonal, tout petit, et que
l'agrégation des humains pour faire société se fasse sur le modèle de la fédération, mais en partant du bas. Pas avec une fédération impériale comme celle de l'Union européenne, qui est imposée par le haut, par les banquiers. Ça, c'est la négation de la fédération. C'est une fédération, ça devrait partir par là. Mais elle existe. Alors, comment faire concrètement aujourd'hui par rapport à la... Pour moi, les institutions européennes, elles ont été voulues par des banquiers et des multinationales. Oui. Elles ont été voulues, financées, soutenues par nos pires ennemis. Pour moi, c'est indémerdable. Je ne vois pas d'autre solution. Donc, il faut les abolir. Que d'en sortir. Il faut revenir en arrière. Il faut sortir de là. D'abord, c'est un piège politique dont il faut sortir. Et après en être sorti, reconstruire un monde qui soit démocratique, c'est-à-dire en partant de la base. Mais donc, qui est capable d'instituer une constitution démocratique? Sûrement pas les hommes au pouvoir. Les hommes au pouvoir ont un intérêt personnel, vital, à ce que nous ne vivions pas en démocratie, à ce que nous vivions en cette fausse démocratie avec ce faux suffrage universel dans lequel nous... C'est pas, le vrai suffrage universel, c'est quand nous votons nos lois, c'est pas quand nous votons pour nos maîtres. Donc, appeler suffrage universel la désignation de nos maîtres, c'est une escroquerie politique. Le vrai suffrage universel, c'est nous sommes à Genève, il y a une assemblée à Genève, il y a un grand théâtre, et ceux qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas, mais viennent pas. Mais ceux qui veulent venir viennent et participent à l'élaboration et au vote des lois directement. C'est ça le suffrage universel. Appeler suffrage universel la désignation de maîtres politiques qui vont tout décider à notre place, c'est du foutage de gueule. Et c'est incroyable que nous marchions. Ce qui est fou, enfin, je comprends que les paysans de 1789 aient marché. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, on sortait de l'Ancien Régime, ils étaient déjà bien contents qu'on leur propose de voter pour leurs impôts, je comprends qu'ils y aient cru. Mais aujourd'hui, on va tous à l'école. Je veux dire, on a tous appris à lire et à écrire, on sait tous ce que démocratie veut dire. On voit bien le hiatus, mais c'est le fossé qu'il y a entre la réalité et le blabla mensonger quotidien des élus et des journalistes et de toute cette clique d'oligarques. On le voit bien. Et pourtant, nous continuons, parce qu'on a appris, moi j'ai appris ça... à l'école, depuis que je suis petit, on m'a appris élection égale démocratie. Répète, démocratie égale élection. Répète, élection égale démocratie. Démocratie égale élection. Il faut faire un effort intellectuel, mais il faut lire. Alors j'ai amené 50 bouquins, je ne les ai pas, il faut que je les sorte, mais il faut 50 ou plus. Hein, il faut que je vous montre les livres que vous devriez lire. Alors.